tous. Comme je vais vous parler d'autonomie, je suis totalement autonome. J'ai mon verre d'eau, mon écran pour le cas où il ne marche plus. Et normalement, on a mis en place une télécommande à distance qui va fonctionner. Comme on est ici à la recyclerie avec des gens qui ont été invités par la Fondation Terre Solidaire, je suis sûre qu'on a un public extrêmement engagé. Donc je voudrais commencer par vous poser une petite question. Combien d'entre vous, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui, très régulièrement, essaient d'acheter en priorité des produits locaux, c'est-à-dire des produits fabriqués dans votre ville, dans votre département, dans votre région, et allez, on peut aller jusqu'à la France. Ouais, mais vous trichez, on est ici, forcément. Ce que je voudrais vous montrer dans les minutes qui arrivent, c'est qu'au-delà du fait qu'on a un public très engagé et que, en fait, ceux qui font demain ne sont pas ici, mais sont dans la salle, je voudrais vous montrer qu'évidemment, si vous avez levé la main, vous avez raison et qu'il va nous falloir faire encore plus à la sortie de cette crise qui nous invite à revisiter, au fond, notre rapport au local, notre rapport au territoire. Là, normalement, je fais ça et ça bouge, ça change. Voilà. On a, chez Utopie, mené plusieurs études ces dernières années sur ce qu'on appelle l'autonomie des territoires. L'autonomie des territoires, c'est quoi? C'est la part de ce qu'on consomme sur un territoire qui est produite sur ce territoire. Alors, on a fait par exemple une étude sur l'autonomie alimentaire des aires urbaines. Une aire urbaine, c'est un peu plus grand qu'une ville. Résultat, autonomie alimentaire moyenne des aires urbaines en France, 2%. Vous imaginez, ce chiffre est fou. Ça veut dire que 2% seulement des denrées agricoles qui sont dans nos assiettes, dans les assiettes d'une aire urbaine, viennent de cette aire urbaine. Alors vous allez me dire, ah oui, mais comme il y a urbain, peut-être qu'en fait on ne produit pas de denrées agricoles sur ces territoires. Ben si, parce qu'en fait on a aussi dans l'étude le chiffre inverse, 3% seulement des denrées agricoles qui sont produites sur ce territoire finissent dans les assiettes du territoire. Je vais y revenir. On a fait d'autres études, parce qu'on parlait des vêtements tout à l'heure, il n'y a pas que l'alimentation, même si quand on pense circuit court, on pense souvent à l'alimentation, mais pensons aux vêtements, on en a parlé tout à l'heure, à l'électroménager, aux produits électroniques. Alors, on a fait une deuxième étude qui est là. Autonomie productive moyenne des aires urbaines en France, sur tous ces biens industriels dont je viens de parler, 3%. C'est un peu mieux, mais c'est quand même pas brillant. Alors, l'effet de cette très très faible autonomie, parce que la ville qui a la plus forte autonomie alimentaire, c'est Avignon à 8%. Donc, vous voyez, on n'est pas très haut quand même. L'effet de cette très faible autonomie, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, nous, l'économie de l'absurde. Une situation où les territoires se transforment en plateformes logistiques sur lesquelles, à longueur de journée, des camions qui exportent des denrées croisent des camions qui, parfois, on le sait quand ils se rentrent dedans, importent ces mêmes denrées. Ça donne parfois, évidemment, alors ça donne beaucoup d'embouteillages sur les routes, beaucoup de camions sur les routes, parfois des accidents de la circulation, évidemment, et je vais y revenir, des émissions de CO2, et évidemment, et plus grave, une perte d'emplois sur les territoires, moins d'emplois, moins de dynamisme économique local, et aussi moins de lien social entre ceux qui produisent et ceux qui consomment sur un même territoire. Je vais revenir d'abord au problème liés aux emplois et à la dynamique économique locale. Aujourd'hui, ah oui, il faut que je fasse ça à chaque fois, pardon. Aujourd'hui, le développement économique local, il fonctionne comme ça. Il fonctionne en fait comme un seau, donc les gens qui font du développement économique local se soucient pas tellement en fait de produire davantage sur le territoire ce que le territoire consomme, ils se soucient surtout d'attirer des richesses sur le territoire. Avec l'idée que si on fait rentrer plein de richesses sur le territoire, eh bien le territoire sera plus prospère. Donc on dépense beaucoup d'argent et d'énergie à essayer de faire venir sur le territoire des entreprises, idéalement grandes avec plein d'emplois. On essaie de faire venir sur le territoire des nouveaux habitants, on essaie de faire venir sur le territoire des touristes. Et on se dit, avec toute cette richesse qui rentre, le territoire sera prospère. Eh bien non, parce qu'en raison du faible taux d'autonomie dont je viens de vous parler, ce qui se passe, en réalité, c'est ça. C'est un seau percé. Toutes ces richesses entrent sur le territoire, mais elles en ressortent aussitôt, parce que ces entreprises, ces touristes, ces habitants ont des besoins de consommation auxquels le territoire ne s'est pas préparé à faire face. Il ne sait pas produire ce que ces gens-là veulent consommer. Donc, on va chercher ailleurs ce qu'ils veulent consommer et on importe. Et pour importer, eh ben, il faut payer. Donc, l'argent, en fait, ne sert pas à la prospérité du territoire parce qu'il ressort immédiatement. Cette dépendance aux importations, c'est une énorme vulnérabilité, on l'a vu pendant le Covid. Pour peu que, pour des raisons climatiques, sanitaires, etc., on ait des tensions dans les chaînes d'approvisionnement qui sont extrêmement mondialisées, eh bien, on voit qu'on
on a peur des pénuries ou on fait face à des pénuries. Vous avez peut-être entendu en ce moment, on annonce une pénurie sur la semoule de blé dur. Ça ne va pas changer radicalement nos vies, mais quand même. La pénurie sur la semoule de blé dur est liée au fait que 30% de notre semoule vient du Canada qui a eu, manque de peau, une très mauvaise année, très mauvaise récolte cette année. Et bien ça va faire quoi? Ça va faire monter le prix des pâtes. Je vous préviens, si vous ne l'avez pas entendu, ce n'est pas dramatique, on va survivre. Mais cette vulnérabilité, elle est aggravée par un deuxième effet qui se coule, si j'ose dire, pour les plus âgés d'entre nous. Elle est aggravée par le fait que un tiers, aujourd'hui, à nouveau, on a fait pas mal d'études là-dessus, en France et ailleurs, un tiers de la prospérité d'un territoire est lié à ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Et cet effet multiplicateur, manque de peau, il joue aussi sur la vulnérabilité. L'effet multiplicateur, c'est quoi? C'est la capacité qu'a un territoire, quand son économie locale est vivante, riche, dynamique, à faire circuler l'argent qui est dépensé sur le territoire. Autrement dit, je dépense 1 euro sur le territoire, si j'arrive à le dépenser localement, eh bien cet euro, il va donner, grâce à ce que les économistes appellent l'effet multiplicateur local, 4, 5 euros, 10 euros pour l'économie locale, parce qu'il va beaucoup circuler entre les acteurs économiques du territoire. L'effet multiplicateur local, c'est ce que les monnaies locales, par exemple, que vous devez connaître, simulent et stimulent. On a des monnaies qui ne sont valables que sur le territoire, donc ça ne sert à rien de les faire sortir, on ne peut rien payer à l'extérieur du territoire avec ces monnaies, et du coup, elles circulent énormément sur le territoire entre les acteurs locaux qui l'acceptent, et créant au passage de la richesse, des emplois, du lien social, etc. Alors comme on n'a pas des monnaies locales sur tous les territoires, quand on a une économie locale qui fonctionne bien, on a un effet qui ressemble un peu à ce flipper. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà joué au flipper, vous comprenez très bien comment ça marche. L'euro dépensé sur le territoire, en fait, il est comme la bille de flipper. Si je suis fan de flipper, je le suis un peu, l'objectif, c'est que je garde la bille en jeu le plus longtemps possible, que je la fasse rebondir sur toutes sortes de modules très différents les uns des autres, des rampes, etc., que je la garde dans le jeu, et c'est ça qui va me générer des extra balls, dit-on, je ne sais pas si on dit en français extra billes, et qui va faire grimper le score. Et bien l'économie locale, elle fonctionne exactement comme un flipper, et le problème qu'on a, c'est que les développeurs économiques locaux ne jouent pas assez au flipper et qu'ils ignorent cet effet multiplicateur local. Ils l'ignorent parce qu'aujourd'hui, les développeurs économiques sont concentrés sur le fait qu'un territoire puissant économiquement, c'est un territoire qui est pleinement inscrit dans la mondialisation, qui exporte énormément, sans regarder d'ailleurs si par ailleurs il n'est pas obligé d'importer tout le reste. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec l'effet multiplicateur local ces dernières décennies? Et ça ne s'est pas passé qu'en France, ça s'est passé partout dans le monde. L'effet multiplicateur local en France, en tout cas, il a été divisé par 2 depuis 1950. Ça veut dire qu'1 euro dépensé sur un territoire crée 2 fois moins de richesse qu'il n'en créait il y a quelques décennies. Si on passe à la slide suivante, on a le deuxième problème. Le premier problème donc, de cette dépendance aux importations, c'est l'emploi et le manque de résilience économique locale. Le deuxième problème, c'est évidemment le problème climatique. Les accords de Paris nous obligent, idéalement en 2050, mais franchement, si on pouvait le faire avant, ça serait bien, à atteindre la neutralité climatique à l'échelle de la planète et à l'échelle de chaque territoire. Pour atteindre la neutralité climatique, il nous faut calculer de manière honnête, évidemment, nos émissions de CO2. Calculer de manière honnête nos émissions de CO2 pour un territoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas les calculer comme le protocole de Kyoto nous y invitait, c'est-à-dire sur la base de ce qui est produit dans le pays. D'accord? Mais il faudrait y rajouter, pour être tout à fait honnête, les émissions de CO2 liées non pas à ce qui est produit dans le pays, mais à ce qui est consommé dans le pays, et donc importé, d'accord, dans le pays. Et évidemment, comme on importe la plupart de ce qu'on consomme, vous l'avez vu tout à l'heure, ça augmente significativement les émissions de CO2. La preuve, ici vous avez en bas l'évolution des émissions de CO2 du territoire France, d'accord. Vous voyez que, bon an, mal an, depuis les années 90, on a quand même réussi à les baisser un petit peu.
Et les politiques, souvent, s'en félicitent. Le problème, c'est que ces chiffres-là n'intègrent pas les émissions, ou je dirais les omissions de CO2 liées à ce qu'on importe. Et que les émissions ou les omissions de CO2 liées à ce qu'on importe ont beaucoup augmenté depuis les années 90, de sorte qu'aujourd'hui, elles représentent 40% de nos émissions totales, qui du coup, vous le voyez très bien avec la courbe rouge, augmentent au lieu de baisser. Donc il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir, évidemment, de ce point. Alors, vous l'avez compris, il faut penser plus local. Il faut penser plus local pour l'emploi, pour la résilience économique des territoires, pour la relance économique dont on nous parle, et évidemment aussi pour notre résilience climatique, pour réduire nos omissions et idéalement nos émissions de CO2. Penser plus local, ça veut dire penser plus local quand on achète, mais aussi quand on vend. Pensez à la façon dont l'industrie touristique a fait face à la crise en nous revendant le tourisme de proximité, finalement. Penser plus local, c'est aussi, c'est le lieu ou jamais pour le dire, penser plus circulaire. Puisque penser local, c'est aussi tirer le maximum des ressources qui sont déjà sur le territoire et qu'on peut mutualiser, partager, louer, recycler. Penser plus local, c'est aussi penser plus collaboratif. Imaginer de nouvelles collaborations entre les acteurs du territoire, les consommateurs, les distributeurs, les industriels, les agriculteurs, etc. C'est ces nouveaux modèles qui sont plus locaux, plus circulaires, plus collaboratifs, ils existent déjà. Ils existent, j'ai parlé d'autonomie alimentaire en premier, donc je vais donner les exemples alimentaires d'abord. Deux exemples. Un exemple, la conserverie locale à Metz, qui est un lieu qui propose aux producteurs et aux distributeurs de récupérer, d'utiliser, de transformer leurs invendus. Vous savez, les produits qui sont écartés des réseaux classiques de distribution, ces fameux fruits et légumes moches, pour en faire des soupes, des chutneys, des confitures, des sauces, etc. Ce faisant, elle propose aux producteurs d'avoir une plus grande valeur à partir de sa production, puisque ces fruits et légumes moches seraient jetés autrement. Et on sait en plus que sur les produits agricoles, le produit, quand il est transformé, vaut plus que le produit brut. Une sauce tomate vaut plus cher qu'une tomate, un fromage vaut plus cher qu'un litre de lait, etc. Deuxième exemple, et alors c'est un exemple hautement symbolique, puisque c'est la marque de crème glacée qui a été créée par notre ancien ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Cette marque de crème glacée s'appelle La Mémère, et elle revendique d'être en circuit ultra court. Comment ça marche? Arnaud Montebourg a créé des micro-usines dans des containers, ces fameux containers qui sont les symboles de la mondialisation, mais qui peuvent devenir les symboles de la microproduction. Et ces containers sont amenés directement chez l'éleveur laitier bio, au cul des vaches, si j'ose dire, pour que l'éleveur puisse produire sa crème glacée à partir du lait et du coup valoriser davantage sa production, laquelle est vendue sous marque La Mémère partout en France avec la photo des producteurs, quand vous le verrez. Ces modèles plus locaux, plus circulaires, plus collaboratifs, ils existent aussi de manière croissante sur d'autres marchés que l'alimentaire, évidemment. Je vous donne trois exemples. Emery Jacquia a racheté et redressé la Camif à Niort, en focalisant le modèle de ce distributeur exclusivement, quasi exclusivement, sur du mobilier made in France. Aujourd'hui, c'est 80% de son chiffre d'affaires qui vient de fabricants de mobilier exclusivement français sur un marché qui est à 95% dominé par le grand import. Premier exemple. Deuxième exemple, 1083, cette marque de jeans made in France qui tient son nom du fait que 1083, c'est la distance maximale qui sépare 2 points sur le territoire français. 1083 s'est donné pour objectif de relocaliser en France toutes les étapes de la production d'un jean. La teinture, la coupe, la confection, etc. Évidemment, le nœud gordien de la chose, c'est la matière première, parce qu'il n'y a pas de champ de coton en France, et c'est à partir de coton, historiquement notamment, que sont faits les jeans. Qu'est-ce que fait 1083 ? Il fait un premier jean 100% à partir de polyester recyclé, lequel jean est consigné pour 20 € et recyclable à l'infini. Première façon de travailler sur la matière première. Deuxième façon, il s'implique très fortement sur un projet qui s'appelle l'Impossible, qui vise à recréer en France une filière de tissage de lin pour pouvoir... La France est le premier producteur mondial de lin, mais là aussi, il faut pouvoir transformer sur place ce qu'on produit pour avoir demain des jeans en matière 100% française. Et le troisième exemple n'est pas français, mais il est extrêmement intéressant. C'est en Islande,
un cluster qui s'appelle Océan, qui a décidé de développer et de créer un écosystème d'entrepreneurs locaux qui va tirer toutes ces activités d'une seule ressource, la ressource locale, qui est le poisson. Et au lieu de ne faire que des filets de poisson ou des produits alimentaires avec ces poissons, eh bien, ils en font des ingrédients pour l'industrie cosmétique, des ingrédients pour l'industrie pharmaceutique, du cuir de poisson qui est vendu à des marques de mode ou des marques de chaussures, etc. Le résultat, c'est que 80% du poisson est utilisé contre 50% en moyenne en Europe et qu'il tire 80 € de revenus de l'exploitation de ce poisson pour les entrepreneurs locaux du cluster contre moins de 15 € en Europe quand on réserve le poisson à la pêche. Pour conclure, je voudrais partager avec vous cette citation de Victor Hugo que j'aime beaucoup. La citation est Victor Hugo qui dit « Il n'y a rien d'aussi puissant au monde qu'une idée dont l'heure est venue. » Et que vous soyez décideurs politiques avec pour tâche de définir les plans de relance économique de votre territoire et aussi d'ailleurs les plans climat, que vous soyez entrepreneur en quête de nouvelles opportunités de business ou que vous soyez à l'évidence consommateur engagé sur votre territoire, je voudrais vous dire que c'est sûr, l'heure du développement local, l'heure de l'économie locale est enfin venue. Merci beaucoup.